Une des plus grandes menaces présentement, c'est pas un secret de la palisse, c'est les coupures. Parce que plus la recherche, plus même évidemment les coupures à l'interne des universités, mais même les coupures aussi en matière de recherche. Donc si on est rendu à financer 5 % de la recherche universitaire, bien là évidemment, qu'est-ce que les chercheurs vont faire? Vont orienter déjà juste leurs intérêts de recherche pour satisfaire. Et là donc il y a une crainte, je pense pas qu'on est rendu là, mais on commence tranquillement à pouvoir sentir une espèce de crainte d'orienter tes sujets de recherche, tes intérêts, tes programmes de recherche pour satisfaire les organismes subventionnaires qui ont des priorités qui sont de plus en plus précises. Donc là, on rentre dans un autre débat. C'est peut-être assez, je dirais. Est-ce qu'on est menacé pour l'instant sur la liberté académique? Je pense pas. Toi, tu le sens pas? Pas sur le fond. Je pense qu'au contraire, on est probablement les plus libres. Et tu sais, sur plusieurs débats, on sentait même des organisations non gouvernementales qui osent plus se prononcer publiquement pour éviter d'être coupées dans leurs fonds, si ces fonds-là proviennent du gouvernement. On n'est pas rendu là. Oui. Mais je disais le dernier rempart, et c'est peut-être là où on le sent encore le plus. Donc, si les organisations non gouvernementales, qui sont justement, elles aussi, des remparts de la société civile pour contester le pouvoir, etc., elles-mêmes se musellent pour éviter la mort, l'asphyxie essentiellement du financement qui vient du public. En fait, on est dans un cercle vicieux. Bien, le dernier rempart, c'est effectivement, c'est l'université, c'est les professeurs. Et donc là, évidemment, il y a une menace probablement encore plus grande si jamais on arrivait à nous museler, nous aussi, pour des raisons essentiellement faciles à faire. Donc, si on limite les fonds, si on remet en question la permanence, le tenure, si on remet en question toutes sortes de fondements en fait, de la recherche universitaire qui permet aux professeurs de respirer dans un système où on est capable d'alimenter notre recherche. Je pense à l'année sabbatique, là, qui est tellement mal comprise de la population, mais qui permet réellement de l'oxygénation, si on veut, de la recherche. Si on remet en question, évidemment, ces choses-là sont peut-être futiles, mais de façon plus générale, donc, même le rôle de l'enseignant, on diminue l'importance de la pédagogie et de l'enseignement au profit de la recherche. Recherche qui, elle, est très difficile à financer et qui est valorisée seulement dans... Donc, le rôle du professeur change beaucoup. Est-ce que c'est une menace à notre liberté? Probablement de façon indirecte. Je pense que quand on regarde ce qu'un professeur a fait, ça va être écrit « J'ai enseigné cours A, cours B, cours C ». Est-ce que tu as mis énormément de temps pour moderniser ton cours, pour le rendre accessible, pour créer des exercices pratiques, faire des simulations stimulantes avec tes étudiants? Est-ce que tes étudiants t'adorent pas parce que tu es gentil dans les notes, mais parce que tu fais un travail... Ça, c'est nulle part. C'est absolument nulle part. Et donc, entre un prof qui va lire ses notes en avant et l'autre, dans le CV, là, ça change absolument rien. Oui, c'est juste et non plus sur, tu sais, essentiellement, éventuellement, tes promotions. Bon, je veux dire, si t'es vraiment nul, je suppose que tu te fais un peu taper sur les doigts, mais en réalité, moi, je pense que c'est pas valorisé. C'est pas valorisé beaucoup, en tout cas. Pas suffisamment, alors que, et au niveau de la recherche, là aussi, puis je pense que ça, je sais pas si on peut sortir de ça, mais au niveau de la recherche, c'est beaucoup plus quantitatif que qualitatif. Et donc, la personne qui écrit 2 articles par année, mais des articles qui vont révolutionner le monde, à notre mesure, à la limite, va être jugé plus sévèrement par ses pairs ou par sa direction que quelqu'un qui a écrit 8 différents papiers. Et là, c'est pas juste... C'est vraiment général, j'ai l'impression qu'il y a une valorisation du quantitatif au profit du qualitatif. Mais sur l'enseignement, je pense que oui. Je pense qu'on a d'abord l'enseignement en classe. Ça aussi, c'est un peu quantitatif, c'est-à-dire... Ça aussi, c'est un peu quantitatif parce que finalement, c'est un peu bon, combien de cours t'enseignes, puis c'est ça qui compte. Mais voilà, donc, puis l'enseignement, encore une fois, je pense que c'est compris encore de façon beaucoup trop traditionnelle, comme l'enseignement en classe, et puis le nombre de cours, alors que l'enseignement a pris une tournure très différente. Je rappelle, l'enseignement individualisé avec les étudiants de maîtrise, doctorat, c'est très important. Ça a pris une place très grande. Or, c'est pas compté. Ça ne fait pas partie techniquement de ce qu'on évalue comme étant de l'enseignement, alors que ça prend une place plus grande, à mon avis, presque de l'enseignement en classe, l'enseignement clinique, donc d'autres formes d'enseignement qui... On peine à voir un peu comment évolue l'université. Je pense qu'on va y arriver tranquillement. L'université évolue, la demande évolue, puis l'enseignement reste au cœur. On voit certaines universités, mais on voit certaines universités qui vont maintenant avoir des profs qui enseignent, des profs qui font la recherche.